Tira el centro, clave, gol! Gol! Salut les braves, quel plaisir de vous retrouver pour déjà le podcast 45. Alors la loi du milieu, oh là 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 là, la loi du milieu, c'est le titre de ce podcast 45 et bien évidemment la suite de ce France-Argentine Coupe du Monde 86. La finale, les enfants. Eh ben ouais, on procède par étapes, puisque le général de Gaulle intervient chaque fois, et ça en énerve certains. Hein. Il dit, oh, le général abuse. Mais le général, vous savez bien, il fait ce qu'il veut. C'est un peu lui le boss, quelque part, de ces podcasts. Alors, on va commencer avec la loi du milieu. Ah, le milieu, hein, c'est pas rien. La loi du milieu, bah, c'est se taire, quoi. Fermer sa gueule. Bien sûr. Et dans le domaine du football, dans le milieu du football, d'une manière générale, on va dire que dans les interviews, les entraîneurs et les joueurs ne prennent pas beaucoup de risques, tu vois, histoire de ne pas être emmerdés. Finalement. Autrefois, les gens disaient les choses. C'est un peu pareil dans la société. Et à l'arrivée, tu constates que si tu l'ouvres, c'est plus des emmerdes qu'autre chose. Au lieu d'apprécier, tu vois, et se dire, merde, putain, quand même, le gars, c'est courageux, c'est généreux, il le dit, et ça va permettre, quand on dit les choses, ça permet de les faire avancer aussi, les choses. Mais il y a toujours un retour de bâton, tu t'exposes quand tu dis les choses. Et là, dans le dernier France Football, de mardi dernier, donc, Claude Puel, je vois en haut à gauche, la Ligue 1 a ce qu'elle mérite. Ouh là 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 là, avec un titre comme ça, qui n'est pas racoleur, qui résume bien son interview à l'intérieur donc de ce France Football, signé, j'allais dire Max Urbini, non, c'était son papa, Patrick Urbini. Je sens que je vais éternuer, mais je sens que je peux le maîtriser aussi. Non, ça va aller, pas d'affolement. La loi du milieu, bon, souvent c'est plutôt des romans policiers, tu vois. Il y a un film, La loi des milieux, avec mon vieux copain Michael Caine. Parce qu'on a fait des soirées dans son manoir, c'était à 30 km, ça c'était chiant toujours d'aller là-bas, en plus il y avait de la circulation et tout. Mais après, qu'est-ce qu'on a ri avec Michael, on a fait des soirées pasta extraordinaires. Bon, je déconne. Ne perdons pas le fil. Donc, Claude Puel, page, combien, on est page combien, là on est page combien ? On est page 22 et 23. Gros titre, vraiment gros titre, la Ligue 1 a ce qu'elle mérite. Et je n'ai pas été déçu de l'interview. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement quand ce genre d'interview, elle est faite avec quelqu'un du milieu. Et que ce quelqu'un du milieu, Claude Puel, c'est 600 matchs en club sensiblement. Et en tant qu'entraîneur, maintenant, ça doit être 500 matchs sur le banc, tu vois, ou 600 matchs, quoi. Tu vois, le mec, je dis pas qu'il pèse dans le milieu, mais enfin, en tout cas, il a une grosse expérience du milieu. Et si ça vient du milieu, ça a toujours plus de crédit que si ça vient de l'extérieur. Si je vous dis les mêmes choses, bon, je suis pas à l'extérieur non plus, je suis à la frange, quoi, entre le milieu et l'extérieur, mais assez proche du milieu, et quelque part dans le milieu. Mais ça aura pas la même portée, tu vois, les gens disent, oh là là, et c'est apocalyptique, son truc, c'est négatif, et puis qu'est-ce qu'il en sait, etc. Là, le gars, tu vois, il est au milieu du milieu, Claude Puel. Et il a, en plus, une expérience à l'étranger, donc ça rajoute encore un petit peu de crédit par rapport à ce qu'il dit. Et comme il a commencé pro en 79, il a vu l'évolution des choses. Donc il a un vrai avis d'expert du milieu. Alors, on va pas lire toute l'interview et en parler, mais ce qui me paraît le plus important, ou la substance moelleuse. On attaque dans le vif du sujet. Question
de Patrick. Vous avez commencé votre carrière de joueur à Monaco en 79, donc, à l'époque de Platini, Giresse, Tigana, Chiesa, Rocheteau, Trésor, Henri Michel, gna. Qu'est-ce qui a le plus changé aujourd'hui en Ligue 1 ? Et là, il va droit au but. Ça va plaire aux Marseillais. Je n'aime pas me retourner en arrière et je déteste ceux qui pensent « c'était mieux avant ». Et pourtant, c'est pas l'histoire de c'était mieux avant. Avant, il y avait des choses mieux et des choses moins bien, et aujourd'hui, mais il y a des constats que tu peux pas éviter, quoi. Et le constat est le suivant. Donc là, c'est Claude qui continue. Mais, clairement, il y avait beaucoup plus de qualité technique à cette époque. On mettait aussi le collectif en avant. Ce qui me frappe désormais, c'est le manque de justesse et d'intelligence dans le jeu, de fluidité et de talent, de créativité, mais aussi d'efficacité. À un moment, sans pouvoir dire où se situe exactement le point de bascule, moi je pense que le point de bascule, la victoire en Coupe du Monde 98, même s'il y a des très bons techniciens dans l'équipe, comme Blanc, comme Djorkaeff, évidemment Zidane, bon, Henry et Trezeguet sont un petit peu jeunes encore, mais c'est un point de bascule. Le deuxième point de bascule aussi, c'est évidemment la fuite des talents. Alors, il continue, point de bascule. On s'est mis à rechercher des profils plus physiques, avec de la vitesse, de la puissance, et petit à petit, on en est arrivé là. La Coupe du Monde 98 est à mon sens la grande confusion, c'est que effectivement, physiquement, on a laminé nos adversaires. Mais des gars physiques comme De Sailly, comme Lizarazu, comme Deschamps, évidemment Thuram, évidemment Karembeu. Il ne faut pas oublier qu'au-delà du physique, ils avaient un sens du jeu et un sens tactique qui provenaient, si vous voulez, déjà de leurs années en Serie A pour la plupart. Thuram, Blanc qui avait fait des passages et qui a toujours été non mais Blanc c'est pas physique. Non, De Sailly Milan AC, Thuram Parme, puis voilà. Lizarazu, alors lui c'est pas Serie A mais le Bayern. Même s'il y était depuis peu, il est peut-être plus, pas d'ailleurs, et peut-être Atlético Bilbao ou truc, enfin bon, il avait un petit peu les deux, il était aussi technique. Deschamps, qui a toujours été un grand tacticien, un entraîneur dans sa tête, il était déjà en Ligue 1 dans ses clubs successifs, mais ça fait un bout de temps qu'il était à la Juventus. Donc ces joueurs-là avaient une puissance athlétique et physique et de vitesse et ce que vous voulez, mais ils avaient aussi un sens du jeu. Or, les joueurs de la Ligue 1 qui pourraient se rapprocher physiquement des joueurs cités, bah, ils l'ont rarement. Et donc, on s'est dit, 98, on est costaud, on est bien placé en défense, tout ça et tout, on lamine tout le monde, c'est ça, voilà, on va se diriger plutôt vers ce football-là. Et d'autant plus, évidemment, que les joueurs techniques partant dans des championnats étrangers, avant de peaufiner un joueur, mon ami, et évidemment, c'est moins cher, et c'est plus facile de prendre un gars costaud, puissant, qui va vite. Après, bon, pied carré, ou pas très à l'aise dans le jeu, ou pas le sens du jeu, bon, on se démerdera. Je pense que 98 a beaucoup joué. La fuite des talents, je vous l'ai dit. Donc, on s'est mis à rechercher, c'est Claude, hein, des profils plus physiques avec de la vitesse, de la puissance, et petit à petit, on en est arrivé là. Si Platini avait été un joueur physique, vous croyez qu'il aurait eu une telle dextérité ? Et si Thierry Henry ou Kylian Mbappé n'avaient pas eu cette base technique avant d'acquérir la justesse et la puissance, vous pensez qu'il serait devenu champion du monde à 20 ans ? Voilà, ça aussi c'est la grande confusion. Évidemment,
Henry et Mbappé, je veux dire, ça va à 1000 à l'heure. Mais ils ont la technique suffisante, si vous voulez, pour profiter de ces qualités athlétiques, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de joueurs. Là, vous pensez bien. Ce qui me gêne, c'est que dans la plupart des centres de formation, on continue de privilégier l'aspect physique. On perd ainsi en route beaucoup de gamins intéressants. C'est ça le truc. C'est que, forcément, cette puissance physique, quand vous avez 14, 15, 16 ans, eh ben, on va voir sensiblement que vous. Le joueur technique qui n'a pas terminé forcément sa croissance, qui n'a pas encore compensé son manque physique. Alors ça veut dire qu'il fait un 72, il fera peut-être pas un 93. Mais après, il peut prendre du coffre, quoi, si vous voulez, une forme de puissance et aller peut-être un petit peu plus vite. Mais lui, il n'arrive pas jusqu'au centre de formation. Parce que lui, tu le vois pas. Il n'y a que des caisses là qui t'écrasent, qui machin. Ces joueurs-là font la différence à ces âges-là. Mais quand tu passes plus haut, bah là c'est compliqué, évidemment. Alors, prenons des exemples. Dans le football d'aujourd'hui en France, centre de formation et tout le tralala, un Giresse, qui était un phénomène de joueur, et qui n'a pas eu de problème parce qu'il ne mesurait pas 1m85 et il courait pas le 18 au 100 mètres et tout. Simplement, le mec, avec un ballon, il savait tout faire. Et plus le sens du jeu. Un Giresse aujourd'hui, bah, il passe pas. Hein. Bah non, il va faire des essais dans les clubs, il sera refusé. Et, bah, les mecs vont rigoler. On va dire, vous voulez qu'il soit professionnel avec ce gabarit Un gars comme Griezmann, alors là, c'est plus récent. Avant d'aller en Espagne, et qu'on lui donne sa chance en Espagne, et on connaît la suite, bah, il a fait des essais hein, dans des clubs français. Il n'est pas passé. Trop frêle, trop petit, trop fragile, etc. Des Iniesta et des Xavi qui ont brillé au super niveau, tu vois, au plus haut niveau. En France, ils passent pas. Ils arrêtent le football à 14 ans et demi, ils voient pas le ballon, etc., etc. Bon, des exemples comme ça. Même Modric, quand il commence, je veux dire, s'il n'est pas dans le football yougoslave, s'il est dans le football français, il passe pas. Mais Modric, voilà un exemple quand je vous dis quelqu'un qui est pas bien grand, mais après, à force d'entraînement, il va faire un peu de musculation, un peu de truc, sans perdre ses qualités naturelles. Et Modric, quand il est parti, il était encore un peu frêle à Tottenham en Première Ligue, mais il se baladait. Il y a des gens, je me souviens, qui disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le mec, il s'est baladé. Et après, au Real et tout, et dans les contacts, Modric, va te le coltiner. Mais évidemment, c'est pas physiquement un monstre, même s'il a du coffre, ça joue aussi, ça. Et là, c'est pas une histoire de taille, ou de poids, ou de puissance, d'avoir du coffre et de répéter les efforts, etc. Bref, dans nos centres de formation, vous voyez ce que dit Claude Puel, on continue à privilégier ça. Et le souci, ça c'est encore Claude, des petits gabarits souvent qui se développent physiquement plus tard, ce que je vous ai expliqué, et ne peuvent pas exister dans un football de combat et de duel, ce que je vous ai expliqué, ou on ne les comprend pas, mais qui en revanche, ou donc le lieu où on ne les comprend pas donc, mais qui en revanche sont créatifs, savent prendre l'info, se démarquer, combiner, proposer des solutions et qui voient tout ça déjà avant les autres, ben voilà, ces joueurs-là, il y en a très peu qui passent le cap. Alors, on poursuit. Et ça se paye, dit Patrick Urbini. Inévitablement, là c'est Claude, cela rejaillit sur le contenu et le niveau des matchs, de Ligue 1 donc, sur la qualité de jeu collectif des équipes, même sur la façon dont on marque des buts et finalise les actions. Désolé, mais au très haut niveau, la qualité technique fait toujours la différence. Alors, effectivement, il le dit. Et ce en quoi, je ne dis pas qu'il prend des risques, mais cette interview, dans le milieu, elle ne doit pas faire plaisir à des tas de gens. Et auprès d'aficionados, non plus, parce qu'ils trouvent que c'est tout à fait normal, que la Ligue 1 est parfaite, et en plus on est champion du monde et tout. Claude Puel, qu'est-ce qu'il a fait ? Claude Puel, il n'a jamais été international, il s'est limité à quelques sélections en espoir, et
Je dis c'est d'autant plus généreux de la part de Claude Puel, parce qu'on pourrait lui renvoyer dans la gueule que lui, précisément, c'était un joueur plutôt de devoir, alors ça c'est une qualité, mais besogneux, c'est un petit peu péjoratif. J'ai connu Claude, ça fait plus de 40 ans. La première fois que je l'ai vu jouer, il jouait en équipe de France junior, et c'était un match, je me souviens, au Stadium. On devait être en 77, tu vois, ou quelque chose comme ça. Et je remarquais effectivement que c'était un bon footballeur, mais c'était quand même le physique qui faisait la différence. Quand il a commencé en pro à Monaco, et ces équipes-là de Monaco, parce qu'il en a fait des successives, il a joué sensiblement 600 matchs avec Monaco. Donc vous imaginez, il a joué entre 79 et 96, 17 ans. Donc il a connu plusieurs générations. Et au départ, il était arrière droit. Il a été longtemps arrière droit. Et je pense que c'est avec Arsène Wenger qu'il va passer milieu de terrain défensif, devant la défense, quoi. Et arrière droit, je me souviens, dans l'ancien stade Louis II, quand il était de notre côté, quoi, du côté tribune de presse, c'était encore plus flagrant. Alors, il avait du coffre, hein, parce que boum, à l'époque, on pouvait jouer bas baissé, donc il avait souvent les bas baissés, je me souviens. Boum, il montait, boum, il redescendait en défense, boum, il montait, boum, il défendait, machin, truc. Et le gars, il tenait le choc, rarement essoufflé. Mais, à l'arrivée, les centres, putain, c'était pas... voilà, quoi, il centrait... ma foi, voilà, c'était pas un joueur technique. Mais... un joueur précieux pour une équipe, le tout, il faut pas qu'il y en ait 10. Et c'est ça, le charme du football. Il faut de tout, quoi. Et qu'il y ait un ou deux Claude Puel dans ton équipe, tu es content. Le problème des joueurs de Ligue 1 maintenant, c'est que techniquement et au niveau du sens du jeu, puissance, patati patata, ok, tu en as 7-8, mais le reste qui va pas avec. Et donc, c'était un joueur comme ça, mais... sur les dernières années, et toujours plutôt sous Arsène Wenger coach, il y avait des joueurs de renom qui avaient un CV supérieur qui arrivaient à Monaco, et tout le monde disait, un peu comme Matuidi, si vous voulez, aujourd'hui, et tout le monde disait, bon, bah là, quand tu faisais le 11 type, Claude Puel, il n'y était pas. Mais à l'arrivée, c'est lui qui était présent toute la saison, sensiblement. Bon, donc, continuons, ne perdons pas le fil. J'étais pourtant un défenseur, voilà, il le dit, et un compétiteur dans l'âme. Ça, c'était un compétiteur. Mais je préférais toujours un joueur moins rapide et puissant, mais plus intelligent et plus technique. Parfois, je me demande si on se pose les bonnes questions, si on raisonne encore en termes de jeu. Donc là, dans le milieu, ce fameux milieu du football français, que ce soit les présidents, que ce soit les journalistes, que ce soit les entraîneurs, etc., est-ce qu'on se pose les bonnes questions ? Quel type de jeu voulons-nous ? Avec quel profil et avec quelle qualité ? On veut quoi ? Qui fait le recrutement déjà ? Les dirigeants, les entraîneurs, les recruteurs ? Je ne pense pas qu'il y ait toujours une vraie réflexion. Et ça, je me le suis dit souvent. C'est vrai que d'une manière générale, tout le monde est plus ou moins d'accord dans le milieu, que ce soit les journalistes, les présidents, pour dire, la Ligue 1, niveau spectacle, niveau qualité de jeu, joueurs, c'est pas très technique et c'est pas très offensif et c'est pas... Enfin, mais même si c'est offensif, de toute manière, les mecs sont tellement maladroits à l'arrivée que, tu vois, le centre ou la reprise ou l'ouverture, ça foire très souvent. Donc à l'arrivée, bon. Et est-ce qu'il y a une vraie réflexion ? Je pense que ce qui motive nos dirigeants maintenant, de toute manière, et c'est le nerf de la guerre, malheureusement, c'est l'argent. S'il y avait un manque d'argent ou un souci d'argent, je pense qu'il y aurait une vraie réflexion. Mais tu vends, j'allais dire, ce peu de spectacle, de plus en plus cher. Et les derniers trucs, là, tu l'as vendu plus d'1 milliard d'euros. Donc, pourquoi, quelque part, se remettre en question ? Pourquoi avoir une vraie réflexion ? Si tu le vends aussi cher, c'est que ton produit est bon. Attention. Ah là, j'ai rien pu. Il est arrivé en traître et j'ai juste pu vous dire attention, surtout par les temps qui courent, vous savez, avec machin, là, coronavirus, machin. Si j'éternue, je sais pas. Doublé, coupe et championnat. C'est toujours bon, même si la Cup a moins d'importance aujourd'hui, c'est beau les doublés.
Attention au triplé. Ah, il arrive. Ligue des Champions, la même saison. Eh ben voilà, je suis le roi du triplé. Quadruplé, trophée des champions? Non. On va peut-être en rester là. Donc, ces gens-là se disent, ils disent, putain, on vend cher. C'est donc un bon produit. Eh non. Non. Trophée des champions. Bon, c'est pas grand-chose, mais attention à la Super Coupe d'Europe. On peut en gagner 5. Hein. Et si tu analyses les choses, pourquoi tu le vends plus d'1 milliard d'euros? Non, la Super Coupe d'Europe? C'est pas possible. Putain, merde. Il y a un autre truc après, parce que après, je remonte à billet, moi. Bref. Putain, 5, c'est pas mal, hein? On est là. Donc, la réalité des choses, pourquoi ça vaut plus d'1 milliard d'euros? C'est le système. Déjà, il y a de l'argent en France. Il y en a plus qu'en Écosse, si vous voulez, ou des choses comme ça. On a une population, bref. Même s'il y a de moins en moins d'argent, enfin, il y a de l'argent. Deuxième chose, il y a une concurrence, et une concurrence féroce avec les chaînes privées. Qu'est-ce qui fait que tu vas t'abonner à une chaîne? En général, c'est le cinéma, mais ça c'est autrefois, parce que du cinéma, il y en a partout finalement. Et puis maintenant, avec Netflix, il y a des tas d'endroits où, voilà, le cinéma, tu en as. Qu'est-ce qui reste? Le foot. Parce que la glorieuse incertitude, parce que, voilà, et les gens, ils vont aller vers toi. Pourquoi? Parce que tu as les droits de Ligue des Champions, droits de machin. Et la Ligue 1, qui reste quand même un feuilleton pour les gens, c'est l'histoire de leur jeunesse, de trucs. Je mets les supporters de côté. Pour eux, c'est l'évidence, et c'est bien normal. Donc, c'est pour ça que ça vaut cher. S'il y avait qu'un acteur sur le marché, s'il y avait moins d'argent en France, je veux dire la Ligue 1, ça vaudrait quoi, 40 millions d'euros? Là, comme les mecs, ils la veulent à tout prix, ils prennent les risques les plus fous. C'est surtout ça. Mais c'est aussi, et c'est là où c'est de notre responsabilité, et je vous le répète souvent, c'est aussi que les audiences, vaille que vaille, ça tient la route. Le mec s'abonne, c'est une chose. Mais derrière, il regarde. Si en plus il a payé pour le football, ça serait bien ballot de ne pas regarder, vous me direz. Donc comme il y a des bonnes audiences, pas à sauter au plafond, mais somme toute plutôt intéressantes, pourquoi vous voulez qu'il y ait une réflexion? Moi qui dis on vend cher, les gens aiment si tu regardes. Tu serais bien con de regarder si tu n'aimes pas. Et là, comment on peut l'expliquer? Sincèrement, je vais vous dire les choses. Si je faisais pas ce métier, moi je vois par la force des choses un minimum de 3 matchs de Ligue 1 chaque journée de championnat. Les 2 que je commente pour TV5 Monde, et comme je fais l'équipe du soir le dimanche, qui est le dernier match de la journée juste avant, et on va en parler, je le regarde. Oui, c'est quand même la moindre des choses. Mais c'est mon métier. Si j'étais taxi, carreleur, président de la République ou autre, vraiment, des fois je me fais la réflexion. Donc on va dire il y a 4 journées de championnat sur le mois, quoi, chaque week-end. Donc 3 multiplié par 4, ça fait 12. Je vois 12 matchs. Mais il y a toujours quelques-uns qui peuvent rôder par là, par rapport à mon métier, bien évidemment. Je pense que si j'étais carreleur, taxi, président de la République, etc., je pense que 2 par mois, ça serait un gros maximum. Et peut-être il y aurait des mois avec seulement un match, regardez. Et peut-être il y aurait un mois qui traîne avec rien de Ligue 1. Et je m'en passerais très bien. Et alors vous allez me dire, il n'aime pas le football. Mais c'est parce que j'aime le football que je serai dans ces chiffres. Et je me contenterai, je serai parfaitement épanoui, et ma passion pour le football assouvie, en regardant pas mal de matchs de la Ligue des Champions, et pas mal d'affiches étrangères d'Angleterre, Espagne, Italie, où il y a des fois des choses intéressantes, et Allemagne aussi. Voilà, c'est ça le truc. Mais alors c'est qui regarde tous ces matchs de Ligue 1 les uns derrière les autres? Je répète, le supporter de telle équipe ou de telle autre qui regarde chaque semaine sa formation, ses petits préférés et tout, c'est dans la logique des choses. Mais les autres, les autres, c'est la facilité, quoi.
C'est tu te dis, bon, bah, il y a ça, je vais regarder. Alors après, tu râles, tu dis, putain, c'était pas terrible. Alors des fois, ça peut bien tomber, hein. L'autre jour, sur TV5 Monde, j'ai commenté Nice-Rennes. C'était bien. Ah, c'était bien, ça allait des deux côtés. Et bon, certes, il y avait des maladresses ici et là, mais le match parfait n'existe pas. Et puis ça va, tu vas pas râler dès qu'il y a un contrôle raté ou un centre, machin. Ok, j'en suis pas là. Et c'était bien. Mais le coup de bol, quoi. Si on me dit avant et que j'ai des garanties, Nice-Rennes, ça va être bien, eh ben, même si je fais pas ce métier, je vais le regarder. Mais le problème du foot, c'est qu'on sait jamais. Et qu'on sait qu'avec un match de Ligue 1, ben, il y a quand même 9 chances sur 10 où, non pas tu perds ton temps, mais ton temps sera mieux exploité si tu regardes une affiche d'un championnat étranger. Ou de temps en temps, bah, elle sera pas terrible non plus. La montagne accouchera d'une souris, comme tu veux. Mais en proportion, en probabilité, tu mets quand même beaucoup plus de chances de ton côté. Si tu aimes le foot, normalement, ben, tu regardes quasiment pas la Ligue 1. C'est comme si tu aimes le cinéma, si tu es un cinéphile averti, ben, tu vas pas aller te taper des navets. Tu vois ? Alors des fois, il y a une belle affiche avec des acteurs ceci, un scénario qui paraît cela et tout. Tu es déçu, mais tu mets quand même toutes les chances de ton côté en allant voir ce type de film, plutôt que des trucs où tu sais très bien que ça a toutes les chances d'être une catastrophe, même si parfois il y a une bonne surprise. Et pour les livres, c'est pareil, et pour tout ce qui est culture, entre guillemets, et tout, si tu aimes le truc en question, tu vas plutôt te diriger vers quelque chose d'un certain niveau. Enfin, il me semble. Et donc, c'est là aussi le fond du problème. C'est que les aficionados de foot, bah, y en a combien qui aiment vraiment le foot, mais je vais dire, c'est peut-être un peu brutal, mais en comprenant un peu les subtilités du jeu, quoi. Tu vois ? C'est-à-dire être un connaisseur, quoi. Et oui. Et là, je pense, et j'ai le sentiment, le foot maintenant est une mode, ça touche beaucoup de gens dans la société en France, là, mais je suis pas sûr que beaucoup de gens, en proportion, il y a des grands connaisseurs bien sûr, mais que beaucoup de gens aient vraiment les bases. Et ces gens-là se disent pourtant aimer le foot, et ils se disent même connaisseurs. Mais des fois, tu meurs de rire un peu, quoi. C'est pas... Donc, ça part de mon sentiment, c'est pas grave. Mais ce sont des proies assez faciles pour se faire aspirer par ces affiches qui n'en sont pas, et ce football où il y a bien meilleur à côté, sur la même chaîne de câble ou une autre, quoi. Et alors c'est rigolo parce que certains de ces personnes-là, des fois, vous écrivent par tweet, machin, et disent vous comprenez rien au football. Ah, bon, déjà pour te dire ça, je dis pas que je comprends le football, il faut être humble, ne pas, mais quand même, depuis le temps que tu es, il y a quelques petites choses que tu commences à comprendre, quoi, même s'il faut toujours rester vigilant avec le football. Les mecs qui t'écrivent déjà, vous ne comprenez rien au football, j'ai envie de leur dire, oui, vous connaissez, bon, simplement le problème, c'est que tu sais pas, les mecs, tu les connais pas, ils mettent même pas leurs photos, leurs trucs, leur CV, leur machin, et c'est bien normal. Mais te dire ça déjà, c'est pas très bon signe. Et je pense que c'est là où joue la Ligue 1, c'est que finalement, on a une forme de culture foot un peu plus prononcée peut-être qu'avant, mais je pense qu'en proportion, il y a beaucoup moins de connaisseurs qu'à une époque. Et voilà, en termes de jeu, de ressenti, tu vois, enfin voilà, pour maîtriser un petit peu toutes les subtilités d'un match, quoi. Et comme les gens se contentent de peu, tu vois, ils ont pas... on n'est pas à une époque où les gens, je généralise toujours, ont envie d'apprendre, tu vois. Ça les fait chier. Ils se mettent sur le canapé, ils mettent le truc, 3 pizzas, 2 bières, 2 copains, et c'est sympa aussi.
Mais c'est dommage de passer à côté de certaines choses, et en tout cas, pour la Ligue de football, ça permet en tout cas, et pour les télés, d'avoir de l'audience. Parce qu'à mon avis, s'il n'y avait que des connaisseurs très pointus, à un moment, tout ça s'effondrerait. Et là, il y aurait enfin une vraie réflexion. Dire, ok, on le vend 1 milliard par rapport à un système bien précis, mais le problème, c'est qu'il y a 50 000 mecs qui regardent. Donc, il va falloir avoir une réflexion quand même sur notre football. Bref. La qualité, je poursuis, alors un peu plus bas, parce que je saute un peu, machin. Donc, Claude Puel qui nous dit, la qualité technique à chaque poste jusqu'au gardien, on peut prendre... Non, voilà, à partir de maintenant. On ne peut pas prendre des joueurs à dominante physique qui ont du mal à réussir un bon contrôle, une bonne passe, un bon décalage, une bonne frappe, ou simplement qui ne possèdent pas la bonne gestuelle devant le but ou dans les 20 derniers mètres, et espérer, tu peux pas prendre tout ça, et espérer derrière développer du jeu. C'est une simple question de bon sens et de cohérence. Ben oui. Si il n'y a que des joueurs comme ça et qu'après tu dis putain la Liga c'est pas, non tu peux pas puisque tu n'as pas les outils pour, voilà, c'est une question de cohérence et de bon sens. Alors Patrick Urbini relance. Il existe donc un problème de formation. Contrairement à d'autres pays, réponse Claude Puel, on a la chance de pouvoir former différents profils de footballeurs. Il n'est pas interdit d'avoir des joueurs puissants et rapides. C'est ce que je vous dis. Si vous en avez un ou deux, tu vois, c'est la complémentarité aussi qui fait le charme et la force de certaines équipes. Qui poussent leur ballon et font des différences individuelles. Donc voilà, tu peux en avoir quelques-uns. Mais si, poursuit-il, on travaillait davantage la technique, l'anticipation ou la lecture du jeu, je suis sûr qu'on pourrait prendre de l'avance sur tous les autres. C'est dommage, et je ne me satisfais pas de cette situation, mais même si on est le pays champion du monde. C'est ça qui est trompeur aussi, c'est que, ouais, mais enfin, tu es champion du monde avec combien de joueurs qui évoluent en Ligue 1, même s'ils ont tous, à part Griezmann, ou peut-être un qui m'échappe, oui, peut-être Hernandez, oui, sans doute Hernandez d'ailleurs, ils ont tous commencé par la Ligue 1, mais ils sont partis très tôt, et leur formation n'était même pas terminée, entre guillemets, et après, c'est à l'étranger qu'ils ont pu acquérir certaines choses capitales. Et puis de toute manière, ils étaient 1 ou 2 par club, tu vois. Et puis même Pogba n'est pas joué en Ligue 1, Pogba. Bon, bref. On a simplement ce qu'on peut avoir et ce qu'on mérite. On est dans l'urgence permanente, à commencer par les entraîneurs. Et on voudrait voir des matchs aboutis tous les week-ends ? Restons sérieux. Parce qu'il y a le deuxième problème derrière ça, ce sont les entraîneurs. Mais on ne peut pas jeter complètement la pierre aux entraîneurs français. D'ailleurs, il les défend un peu ici. Parce que, alors, ils sont toujours dans l'urgence. Dans cette histoire de résultats, si tu perds 2 matchs d'affilée, c'est la fin du monde. Donc, tu préfères jouer la sécurité, d'une manière générale. Et en plus, il y a une forme de continuité dans le football. Et il explique un petit peu plus loin. Si on t'enlève chaque saison tes 3 ou 4 meilleurs joueurs, et pour le coup, s'ils sont vendus, ceux-là, il y a des chances où une bonne proportion de ces 3 ou 4 joueurs soient justement plutôt bons, et eux, pas mal techniquement. Mais bon. Mais donc, pour l'entraîneur, c'est extrêmement compliqué. C'est plus facile, effectivement, sans doute, dans des équipes étrangères, où tu as peut-être une espérance de vie un poil supérieure, et surtout, c'est vrai que maintenant, les joueurs partent toutes les 3 secondes, mais tes meilleurs joueurs, surtout dans les grosses équipes, dans la première partie de championnat, en général, tu te les gardes, ou tu compenses avec l'équivalent qualité, au niveau de la qualité. Ouais, sinon, tu peux pas t'en sortir. Alors derrière, qu'est-ce qu'il y a de l'intérêt alors, dit Patrick Urbini,
Bon, et ça reste une compétition difficile, avec des styles de jeu différents, même si les équipes, ça c'est Claude Puel, hein, sont le plus souvent formatées pour du combat avec de la vitesse et de la puissance, il y revient, hein, et sont donc plus limitées dans leur expression collective. Ça, on ne pourra pas dire qu'il a fui au niveau des réponses, hein, puisque chaque fois il te rabâche ça, mais cette fois avec d'autres mots. Il y a de l'engagement et de l'indécision, hormis pour la première place. Donc c'est vrai que cette forme de suspense ça peut arranger un peu. Mais c'est surtout une compétition qui permet chaque année de découvrir de nouveaux joueurs, des pépites, et qui offre donc une certaine fraîcheur. C'est vrai qu'en Ligue 1, bon, malgré tout, chaque saison, il y a quelques jeunes là un peu qui sortent, et voilà, ça met un petit peu de piment, et comme relance Patrick Urbini, comme Kamavinga à Rennes, ou Cherki à Lyon cette saison, voilà, il dit exactement, ou comme Mbappé hier, de temps en temps, heureusement, on arrive à former des joueurs complets, comme lui, là il parle de Mbappé, qui allie technique, qualité d'élimination, vitesse, puissance, talent et efficacité. Le problème, c'est qu'on n'a même pas fini de développer ces jeunes joueurs, qu'ils sont déjà partis à l'étranger, et qu'il faut donc recommencer, remettre en route chaque été, avec des effectifs chamboulés, et souvent hétéroclites, ce que je vous disais. Donc, le travail des entraîneurs est pas évident non plus. Après, voilà, il explique un peu plus loin, effectivement, compte tenu de ces difficultés, qu'est-ce qu'il va faire l'entraîneur pour rester en place ? Faut le comprendre aussi, sinon il va gicler au bout de... Regardez Julien Stéphan, maintenant ça se passe bien à Rennes, il avait quand même gagné la finale de la Coupe de France, il avait quand même un certain crédit, il y a eu un début de championnat difficile, tout le monde... pensait qu'il allait sauter, hein, et c'est passé, je pense, tu vois, un peu in extremis, peut-être parce que l'actionnaire l'aime bien, tu vois, coup de bol. Et depuis, il a eu un peu plus de temps, il est en train de remonter, mais il y aura sans doute encore des sautes, des baisses, des trucs. Kamavinga, il va pas rester 100 ans à Rennes, faut pas nous prendre pour des demeurés non plus, même si tu dis, bon. Alors, et il explique, l'entraîneur, donc qu'est-ce qu'il fait ? Quand un entraîneur sait qu'il va être difficile de marquer, il a tendance à rester bien organisé et à jouer en contre. C'est plus vite mis en place, c'est plus facile. C'est aussi une prise d'espace qui demande moins de qualité et de technicité. Oui, si tu fais... C'est compliqué si tu attaques et que tu as peu d'espace. Mais si tu défends et qu'il y a peu d'espace pour l'autre, tu pourras toujours mettre le pied en opposition, dégager le ballon en touche, t'aider du bras, etc. Donc ton manque de technique, tu vas le compenser dans une forme de combat, mais une situation de combat qui t'arrange. Voilà. Quand on joue devant des défenses renforcées, dit-il, et dans des petits périmètres, il faut de la qualité technique et de la prise d'infos, il faut savoir sentir le jeu. Mais le problème, c'est que l'équipe d'en face, vous voyez que même pour le PSG, quand ils sont en Ligue 1 devant une équipe hyper regroupée, c'est compliqué. À un moment, évidemment, il y a un tel écart, ils ont des joueurs de tel talent, que si Neymar est là, ou Mbappé, Di Maria, il y en a un qui peut, tu vois, trouver la faille. Mais c'est pas simple. Alors imagine une équipe qui a peu de qualité technique et collective, comme bon nombre d'équipes de Ligue 1, qui se retrouvent confrontées à ce problème. Mon ami, on n'est pas dans la merde, hein. Alors, il rajoute, et c'est très vrai, j'ai aussi parfois l'impression qu'on veut toujours se sécuriser avec des grands gabarits. Il en dit des choses quand même, et c'est tellement vrai. Mais pourquoi ? Ou, pire, former des joueurs, non pas pour performer ou construire une équipe, mais simplement en prévision de faire une grosse plus-value sur le marché. Tiens, en première ligue, ils aiment bien les joueurs physiques, rapides, allez, on va leur faire du truc aussi. Il y a ça aussi. Il y a dans la formation, il y a certains clubs qui ont des idées bien précises et qui anticipent sur la vente. Et là, effectivement, en première ligue, c'est vrai que ça va vite, il faut être puissant, machin, dit là. Voilà, on continue. Et très intéressant, dernière chose. On pourrait tout de même avoir des matchs en Ligue 1 avec un minimum d'intensité, comme en Angleterre, justement. Si tu as des mecs puissants, qui vont vite, qui sont grands, bam, boum, bam, au moins ça pourrait être intense. Alors que des fois, tu vois, c'est-à-dire que s'il y a une maladresse à la troisième passe, forcément, si belle pelouse, beau ballon et tout, le mec il a tout le temps pour centrer, il te fait un centre de rat,
forcément, mais au moins de l'intensité ou quelque chose comme ça. Très intéressant ce qui va arriver, et je le dénonce X fois, notamment dans les commentaires en direct, mais si vous me suivez, si vous écoutez le podcast, vous connaissez ça. Alors, réponse de Claude Puel, au niveau de l'intensité par rapport à l'Angleterre. Si les matchs sont aussi intenses en Première Ligue, c'est d'abord parce que les entraînements, alors là c'est un truc très technique, très machin, c'est d'abord parce que les entraînements sont très courts, très rythmés, avec un investissement total et une concentration de chaque instant de la part des joueurs. Tout le monde est focus, hyper professionnel, et il n'y a jamais aucun laisser-aller, aucun problème de motivation. C'est intéressant. Vous vous souvenez de certaines séquences où des joueurs traînaient un peu la patte et l'entraîneur adjoint dit « Bon, les gars, on va peut-être terminer avec un 5-5. » Les autres disent « Oh, bon, alors, on rentre, on en a marre, tu vois. » Le joueur est un petit peu... Les entraîneurs, ils sont obligés de composer. Dans les clubs étrangers, d'une manière générale, et d'ailleurs, si vous avez bien remarqué, il y a des tas d'entraîneurs étrangers qui sont venus donc dans le championnat, et de renom, hein, tu vois, Ancelotti, Emery et des tas d'autres, et qui sont restés un peu sur le cul du manque d'implication des joueurs français à l'entraînement. Après, quand ils vont à l'étranger, croyez-moi, ils se mettent au diapason. Parce que là, ça rigole pas. Donc, si tu veux passer le cap, tu fermes ta gueule et tu y vas aussi. Je me souviens, en général, les entraînements anglais, on peut pas y assister. Bon, moi, j'ai eu la chance d'en voir quelques-uns ici et là. Je m'en souviens un à Leeds, avec Thomas Brolin, qui était un bon copain à l'époque, et à l'époque donc du syndicat mondial. On devait manger ensemble. Mais je savais que par rapport à mon arrivée et tout, j'allais arriver un peu avant. Et il m'avait dit, on s'entraîne juste à côté d'Ellenron et tout, tu passes, je laisse ton nom, t'en fais pas, bon, c'est interdit au public, mais tu pourras, tu te mets dans un coin tranquille, tu m'attends là, et après je prends vite ma douche, etc. Putain, ils ont fait une opposition, c'était une boucherie. Les mecs... Enfin, une boucherie. C'était intense. J'aime autant vous dire que, en plus, ils parlent, la vache, ça allait à 1000 à l'heure. Alors après, c'est vrai que, comme dit Claude Puel, s'ils s'entraînent comme ça, tu joues comme tu t'entraînes. Hein. C'est sûr qu'après, le match, à la limite, c'est de la rigolade, parce que là, c'était waouh. C'était quelque chose. Mais, il dit, ce n'est pas le seul frein, il rajoute. Et là, il y a quelque chose, on y vient, de capital. Il rajoute, un peu plus bas, voilà. Il y a l'arbitrage. En Angleterre, on déteste les tricheurs et les simulateurs, donc ça joue davantage. Ici, en Ligue 1 donc, les matchs sont constamment hachés pour un oui ou pour un non, ça en devient vraiment pénible. Et je ne parle même pas du VAR où il faut quasiment 4 minutes pour savoir s'il y a un but hors jeu ou pas. Comment voulez-vous proposer la même intensité, le même rythme ? Le football, je vous l'ai toujours dit, est une affaire de rythme. Et à un moment, l'une des deux équipes va trouver le bon rythme et va imposer ce rythme à son adversaire. Libre à lui, après, de contrer ce rythme et de mettre son propre rythme, ou d'endormir, ou de plein de choses, etc., etc. Parce que le rythme n'est pas forcément dans la vitesse. Le rythme, tu peux t'endormir, ça peut être un slow aussi. Les Brésiliens, autrefois, tu vois, c'est pas tic-passe, bon, etc. Mais comment tu peux mettre du rythme et imposer un rythme si dès qu'un joueur est effleuré, il tombe et que l'arbitre siffle? Et en Ligue 1, c'est systématique. Et je le répète dans les commentaires de TV5 Monde, il y a une règle d'or en Ligue 1, un joueur qui tombe, l'arbitre siffle. Ça arrive 9 fois sur 10. Et les mecs, comme dit Claude Puel, en Angleterre, on n'aime pas les tricheurs. En France, c'est pas qu'on aime les tricheurs, mais on subit toujours. Voilà, vous subissez des merdes, ce machin, et personne râle, et personne dénonce, et personne dit rien. Vous vous souvenez quand j'étais allé voir les présidents de club et que j'avais mis quelque chose au point, justement pour progresser dans ce domaine, et que les tricheurs ne nous cassent plus les bonbons, parce qu'après les joueurs ils se mettent au diapason. Même des gens qui n'étaient pas tricheurs à la base, ils arrivent dans notre championnat, ils ont compris. Ils ont compris le truc, donc ils tombent, donc ils crient « Ah, machin, et trucs !» Et après, parce que si encore ils se relevaient après, mais après ils en font des tonnes. Alors qu'est-ce qu'il veut trouver du rythme par exemple ? S'il y avait une vraie réflexion, des états généraux du jeu, avec les présidents, les journalistes, les entraîneurs, c'est pour ça que moi je trouve
que cette interview, c'est du miel, elle est fantastique, on devrait rebondir dessus. Mais bon, non, voilà, ce truc, on passera à autre chose et ça continuera. Je veux dire, il y a que à un moment, général, oui. Donc vous êtes l'homme qui a dit non. Voilà. Mais il faut être plusieurs à dire non, et pouf, on s'installe, et des propositions, et on met des choses en place et tout. C'est un travail de longue haleine, mais on est toujours dans un truc où paf, 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 paf. Voilà, c'est des trucs Kleenex, quoi. Il y a un truc, pouf, on se mouche, et on jette. Pouf, on se mouche, et on jette. À un moment, il faut un mouchoir, si tu veux. On prend notre temps. Mais c'est du miel, cette interview. Il a tout dit, et vraiment, voilà, c'est... Qu'est-ce que... Et bon, on a beau le dénoncer, l'expliquer, le machin, bon, après, les mecs font ce qu'ils veulent, hein, c'est comme ça. Mais, j'insiste là-dessus. Si vous l'acceptez, c'est vous, hein, les boss, c'est comme dans la société, hein, c'est machin, truc. Si vous dites, ah, bon, truc, bon, après tout, enfin bon, là, et que vous regardez les matchs, et, bon, vous râlez après, mais ça sert à rien de râler. La meilleure défense, c'est de ne pas le regarder, et de regarder les bons matchs qui, en général, sont pas en Ligue 1. Croyez-moi que les états généraux du jeu de la Ligue 1, ils vont les faire, mais là... Pourquoi s'emmerder? Enfin voilà, c'était la Ligue 1 à ce qu'elle mérite. Tiens, une petite... Bon, déjà, ça, j'espère que vous avez été attentif à tout ce qui est dit, et le plus simple, ça serait de prendre France Football et le lire tranquille, parce qu'il y a d'autres choses. Ça, en général on le met avant, mais je vais la mettre après. Ça méritait votre attention du début à la fin. C'est important, les enfants. C'est pour ça que je veux une sirène. Et on va continuer, d'ailleurs, avec une anecdote. Parce que, quand je dis la loi du milieu, donc il défie un peu la loi du milieu qui est plutôt celle de... On parle pas, on ferme sa gueule. Là, il a quand même, proprement, tranquillement, avec les mots qu'il faut, il a bien ouvert sa gueule. Et perso, moi je trouve, je le répète, que c'est courageux, parce que tu peux t'attirer que des emmerdes en disant ça. Mais Claude, c'est un mec, bon, je vous dis, je le connais depuis plus de 40 ans, c'est un gars bien, quoi. C'est un gars loyal, tranquille, vertébré. Moi, je me souviens de lui gosse. Enfin, gosse, on avait sensiblement le même âge. Hein. J'ai dit ça, il avait 20 ans, mais j'en avais 21. Donc, ça doit pas... Ou 22, tu vois. Mais par rapport à d'autres gars qui étaient autour de lui, qui avaient 28, 30 ans, etc., d'autres footballeurs. Et c'était quelqu'un qui se mettait jamais en avant, qui était... Voilà, c'était la force tranquille, comme il était d'ailleurs sur le terrain, et tu te disais, voilà, c'est pas un gars qui va te planter un couteau dans le dos et tout. S'il a un problème, il viendra te le dire, et tu régleras ça tranquillement entre gentlemen, mais pas quelqu'un de... Vraiment pas quelqu'un de tordu. Et là... C'est impitoyable tout ce qu'il a dit, mais surtout c'est pour faire avancer les choses, quoi. C'est en ça que c'est généreux, lui, pour dire bon, après moi je fais mes trucs et tout, qu'est-ce que je vais m'emmerder la vie et être critiqué, même sans doute par des confrères, peut-être, qui disent oh la Ligue 1 c'est très bien, mais non, truc, oh il exagère, oh ceci, oh cela. Si tu te remets pas en question, si tu vois pas les évidences et si tu les dénonces pas, c'est pas pour le plaisir de les dénoncer. Je me souviens, la première fois que j'ai vu Olivier Sadran, comme contact, c'était assez froid, je peux vous dire. J'étais allé parler à tous les présidents, c'était un autre truc, pas celui auquel je faisais rapport tout à l'heure, pour leur parler de foot citoyen et l'importance de s'engager dans le social, patati, patata et tout. Bref, j'avais pas fait un tabac, enfin heureusement j'avais quelques copains présidents de Ligue 1 qui réalisaient ça. Depuis, en général, ils travaillent, hein, tous les clubs de Ligue 1 font des choses à leur niveau, que ce soit régional, national, très bien. Mais pas... Enfin bon, ça serait trop long à expliquer. Mais je me souviens, après, il y avait un repas
C'était pas le sujet, il n'y avait pas que ça, ils s'étaient pas réunis juste pour qu'on parle de ça. J'avais profité, grâce à un ou deux présidents qui fassent leur réunion annuelle ou je sais pas trop quoi, et ils m'avaient glissé entre deux sujets, deux thèmes pour que je parle de foot citoyen. Donc après, il y avait un repas où on était tous mélangés, et je me souviens, Olivier Sadran était à ma table, ou l'inverse, j'étais à sa table. Et là, c'est du vécu, c'est une anecdote, donc ça mérite un gang. Et je le trouve un peu froid, mais je le connais pas. Je dis, c'est peut-être sa nature. Mais moi, j'aime pas les gens, quand tu ressens qu'il y a un problème, c'est plus fort que moi, et que tu te sens un petit peu... Bon, après, tu peux être un peu parano, mais la meilleure manière de le savoir, c'est de lui demander, vous avez un problème avec ce que j'ai dit, avec moi, ou truc. Moi, ça me dérange pas, le truc. Donc, à un moment, évidemment... je lui sors, dites-moi, monsieur Sadran, je sais pas, peut-être je me fais des idées, mais vous avez un problème me concernant ou pas? Parce que s'il y a un problème, ben autant le... Voilà, on va crever l'abcès, quoi. Et lui, il me dit, il y a une petite voix, il me dit... Non, il n'y a pas de problème. Mais je sens qu'il y a un problème. Donc, un peu lourd peut-être, je lui dis, vous êtes bien sûr, parce que s'il y a un problème, on en parle. Je commence à être un peu agressif, ce qui est con d'ailleurs, mais bon, mais ça m'énerve. Et il me dit, non, j'aime pas les gens qui crachent dans la soupe. Alors là, il a trouvé un client à qui parler. Donc là, on est allé un peu plus loin. Donc je laisse pas passer, quoi. Il me crachait dans la soupe. Donc quoi, je crache dans la soupe, machin. Donc je lui dis, j'ai dit que je crache dans la soupe ou quoi? Je crache dans la soupe, un petit peu plus agressif. Mais, si agressif quand même, mais non, peu importe, c'est pas l'histoire. Et lui, il m'explique, à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Enfin du foot. Je sais pas si vous avez connu. Et Enfin du foot, il y avait de l'humeur, il y avait de l'humour, je crois. Parfois, c'était un peu corrosif. Mais on disait les choses, quand même. Parce qu'il faut savoir aussi, je dis ça pour les plus jeunes, longtemps, et surtout la télévision qui avait les droits de la Ligue 1, elle vantait un peu le spectacle, donc elle mentait un peu, ou même carrément, et surtout, elle se gardait bien de critiquer, ce qui peut aussi se concevoir, parce que tu critiques ton produit, tu vois. Venez dans ma boutique, là, il y a des beaux bonbons, des fleurs, tout ça. C'est sûr que si tu dis, en fait, les bonbons, ils sont pourris, les fleurs sont fanées, tout ça et tout. Bon, faut trouver un juste milieu. Depuis, c'est tellement grotesque que tu peux pas cacher les choses, et ça évolue, à mon avis, dans le bon sens. C'est que, même si tu es détenteur des droits, si le match est pas bon, tu vas dire qu'il est pas bon, si tu trouves qu'il est pas bon. Et tu vas peut-être dénoncer la manière de jouer d'un tel, de trucs, voilà. Alors qu'avant, tout était beau, puisque c'est notre produit, tu vois, bon. Et Enfin du foot, à l'époque où on a commencé, ça devait être 99, on était encore dans l'époque de cette sorte d'hypocrisie, quoi, par rapport aux télés qui ont les droits. Donc lui, il n'était pas habitué à ça. Nous, on disait les choses. Voilà, c'est tout. Et on les disait, effectivement, avec humour, mais même si ça devait faire mal, justement pour faire avancer, et puis image à l'appui, ou avec, on avait quand même du répondant, avec Pierre Ménès, Karim Nedjari, Jean-Pietro Agus, et des entraîneurs aussi qui cautionnaient cette émission, puisque venaient des Angel Marcos, qui était entraîneur à l'époque, des Jean-Marc Furlan, Claude Puel est venu, et des joueurs, Christian Gourcuff, qui était un habitué, etc. Et on disait les choses, et eux le disaient aussi, du coup. Et bref, donc je lui dis, si cracher dans la soupe, c'est essayer c'est de dire la vérité et de machin quoi, alors ouais, je la crache dans cette putain de soupe. Donc, et après, boum, il a mis un peu plus bas, le truc, et alors il n'est pas sorti bon copain, mais je suis resté ferme sur les prix, il faut pas déconner. Donc voilà, c'est leur logique, mais je trouve que c'est pas bon. Et résultat des courses, on n'a pas beaucoup. Des fois, il y a eu des petites prises de conscience dans ce domaine, mais pas professionnelles, quoi. Tu vois, l'arbitrage, tu pourrais le régler avec les arbitres, mais c'est pas facile pour eux. C'est trop évident de dire pourquoi ils sifflent, laisse jouer, machin. Mais ouais, mais les mecs sont des tricheurs professionnels maintenant. Et donc, des fois, le mec, tu sais plus. Des fois, il a peut-être mal. Des fois, il y a vraiment quelque chose. Si les mecs étaient honnêtes, nos arbitres,
seraient bien meilleurs dans ce domaine. Donc, il faut les aider. Mais pour les aider, il faut s'attaquer au mal. Et le mal, c'est les tricheurs. Mais si tes propres entraîneurs, eux, te poussent à faire comme ça, etc., c'est un cercle vicieux, et puis on n'avance pas, et ça pénalise tout le monde, puisque en face, ça sera la même chose. Tu vois. Mais bon. Enfin, c'est comme ça. Là où je suis content, en revanche, après le sondage, on va terminer cette première partie avec ça, c'est vrai qu'il peut être faussé, parce que les gens qui ont voté par rapport au sondage que je vais vous donner maintenant, ce sont les sondages de l'application. Alors, il y a déjà les braves. Normalement, les braves sont des gens un peu avertis d'un certain niveau. Bah oui, nous sommes d'un certain niveau, il faut en être conscient, patati patata. Bref. Mais si vous êtes sur l'application, vous êtes les braves des braves. Et donc, vous n'êtes pas le public lambda de football. Et je pense que si on faisait le même sondage, il n'y aurait peut-être pas les mêmes chiffres. En tout cas, ça m'a rassuré. Pourquoi ? La question est la suivante. Dans un entretien à France Football, Claude Puel fait un constat peu flatteur sur la Ligue 1. Et je donne quelques exemples que je vous ai donnés, donc je ne vais pas vous les relire. Et la question est, êtes-vous d'accord avec ce type de déclaration ? Alors, première possibilité. Absolument pas. Je le trouve vraiment dur, mais j'ai un peu l'impression que c'est la mode de casser la Ligue 1 en ce moment. Il n'y a que 4%. Extrêmement rassurant. Parce que les gens pensent... bref. 4%, c'est pas beaucoup. Voilà. Après, normalement, il y a toujours pour, contre, dans les sondages sur l'appli, et il y a une position intermédiaire. La voici. Je ne dis pas qu'il a raison, mais il n'a peut-être pas tort non plus. Et qui se dit, je ne dis pas que j'ai raison, mais j'ai peut-être pas tort non plus. Voilà, avec un accent un peu marseillais. 7%. Donc nous sommes à 11%. Donc ça veut dire qu'il y a 89% qui ont voté pour, complètement d'accord avec ces déclarations. Et ça fait du bien que ce soit un entraîneur français qui officie en Ligue 1 qui nous dise les choses et ne nous prenne pas pour des cloches. 89%. Comme quoi, même si malheureusement, des braves, et trucs et tout, forcément, on est dans le corps d'élite, les enfants. On est dans le corps d'élite. Mais malgré tout, voilà. Il y a des gens quand même très bien. Bon, première partie, terminado, et quand je le croiserai à l'occasion, je lui ferai même un coup de fil. Bravo Claude, et on peut toujours rêver, si ça faisait un peu avancer les choses. Nous passons à la deuxième partie de ce podcast 45, une partie assez étrange, vous le savez. Vous avez compris ? Azteca, mais attention, on n'y est pas encore, mais ça sent l'Azteca. On va se quitter donc avec cette finale 1986, Stade Aztèque, finale Coupe du Monde, France-Argentine. Donc nous sommes aux alentours de la 12-13e minute. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, pourquoi les Neptuniens, tout le tralala et tout. Si vous ne regardez pas les podcasts, dans l'ordre, vous êtes morts. Si vous n'avez pas regardé le 43-44, coupez ici, allez à la fin du 43, et après, au bout de 40 minutes, sur le 44. Sinon, vous n'allez rien comprendre. Alors je me marre. Parce que je reçois des tweets de partout, et bon, il y a, on va se faire un petit côté jingle éléphant, hein, un petit côté, on va lire quelques tweets mignons. Et rassurez-vous, après on va retrouver Georges qui doit déjà être dans la cabine commentateur là-bas. Alors, jingle. Et oui, l'éléphant Barry. Mauvais souvenir pour les supporters de l'OM, mais bon, il y a eu Munich. Alors, ça va. Jérôme Munoz, il me dit, les Neptuniens devraient offrir un titre à Cruyff. C'est pas impossible, hein. Il va falloir que je voie avec eux, parce qu'il n'y a pas qu'avec l'équipe de France qu'il y a eu des matchs un peu bizarres qu'il a fallu rejouer, parce que les dieux du football, patati patata. C'est pas exclu. On va peut-être, sur les années à venir, ensemble, dans les podcasts et dans les deuxièmes parties, se faire une quinzaine de matchs. C'est l'histoire, les enfants, c'est l'histoire. Alors, Dougie Doug, qu'est-ce qu'il me dit ?
Et les Neptuniens, ils voudraient pas créer une 6e étoile pour les podcasts? Ah, 5 étoiles, c'est déjà pas mal. Une 6e étoile, ça sera peut-être pour le Brésil, pour la prochaine Coupe du Monde. Étienne, qu'est-ce qu'il dit Étienne? Oh, tiens-le bien. Alors, il dit, quel enfoiré ce général, j'ai écouté le podcast 43 hier soir, et nous stopper ainsi, vous et le Neptunien sans nom, est intolérable. Attention, il faut respecter... Ah, général? Qu'entends-je? Qu'a-t-il dit, Étienne? Ah non, il a dit, quel entêté ce général. Ah oui, c'est vrai, je suis un peu entêté. Mais Didier, il le fallait. Pendant la guerre, il fallait être têtu et y croire. Bien sûr, général. Je vous rappelle tout à l'heure où vous nous arrêtez, parce que forcément, à un moment, vous allez nous arrêter. Ouh là 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 là, on l'a échappé belle, le général est susceptible. D'un autre côté, enfoiré. Je comprends, Étienne. Enfoiré, c'est le côté Coluche, tu vois, sympa. Enfoiré. Mais bon, sorti du contexte, tu comprends, le général. Bon, bref. Jepski Czar, il nous dit, je ne veux pas crier au scandale, mais que Suffio, il ne mérite pas un carton sur ce début de match. On est tous d'accord. Mais pour l'instant, le seul jaune, il a été donné à Luis Fernandez. Mais que Suffio, le traitement qu'il inflige à Bellone, moi je suis d'accord avec toi, et sans chauvinisme aucun. Caramba encore sauté, qu'est-ce qu'il nous dit? Vivement le podcast 74 pour connaître la fin du match satané général. Attends, on est au 45. À mon avis, la fin du match, on va pas la voir dans le 45, 46, 47. 74, tu vas un peu loin, mon lapin. Ah, et puis, Raph, alors là, c'est très mignon, c'est en message privé. Bonsoir Didier. Confortablement installé dans mon salon à Madrid, quelle classe, Raph, voilà, du salon à Madrid, j'écoutais ce soir le podcast 44. Ma femme, espagnole et qui ne parle pas bien le français, me demande pourquoi j'écoute un match à la radio alors qu'on a quasiment tous les abonnements TV possibles et imaginables. Elle me demande également pourquoi j'écoute avec un sourire niais, avec un sourire niais sur le visage depuis 45 minutes. Je lui réponds, El tío es muy bueno. Alors el tío en espagnol c'est l'oncle, mais un petit peu dans le langage familier c'est le mec. Donc là je suis un peu votre tonton, je suis l'oncle Didier certes, mais là je pense que dans l'esprit c'était le mec, il est très bon. C'est pas faux, Raph. Le mec est bon. Bon, je continue. C'est ma femme et je l'aime, mais elle n'est pas prête à connaître la vérité sur les Neptuniens. Elle me ferait interner, et puis les braves savent garder des secrets. Eh oui, c'est important. Mes respects au général, ça sera fait. Bonne soirée, bravo pour ce podcast décalé, très réussi et qui a des airs d'Orson Welles. Oui, vous devez connaître, j'imagine, ce qu'avait fait Orson Welles avec des envahisseurs, tout ça et tout, créant une panique, un vent de panique aux États-Unis. Bref, bon, merci pour tous ces messages très sympas. Il y en a d'autres, mais enfin, on va pas y passer la nuit parce que moi, je veux aller au stade Aztèque. Alors, avant de m'y rendre et passer par ce fameux couloir du temps, tu vois, qui me ramène à 86. Souvenez-vous, on est aux alentours de la 10, 11, 12e minute, et il y a le feu. Parce que cette fois, Max Maradona, qui avait pris de l'élan, de la vitesse, après avoir fait un raid de quelques dizaines de mètres, faute de Maxime, qui le vit mal. D'ailleurs, vous savez qu'il y a le système de, si on veut, soit avoir la conversation entre deux joueurs, ou savoir aussi ce que pense un joueur à un instant T, je fais juste, et Georges me met en rapport avec le cerveau du joueur en question. Voilà, très rapidement, pour se mettre dans le bain, un petit bout de l'action, la réflexion de Max, et l'endroit où se trouve le coup franc. Il y a le feu, les enfants. Il y a le feu. Fuego. Maradona, Diego, qui passe. Oh là là, encore Bossis. Ah ouais, mais cette fois, il n'a pas intercepté. Et cette fois, la faute, elle est dangereuse. Mais à quoi il pense, Max? Ouais, voilà, faute. Bien sûr, je suis trop court. Je suis toujours entre deux eaux. Il va falloir absolument trouver une solution. Ah ouais, là, Max, je te comprends. Et puis, gros souci, hein, si le premier coup franc à la première minute
était assez loin sur le côté droit excentré. Là, c'est un coup franc idéal pour un gaucher. Ils ont le gaucher, redoutable tireur de coup franc, Diego Maradona. Pour vous dire, on est un poil sur la droite, mais vraiment un poil de la surface de réparation, enfin à 2 mètres au-delà de cette surface de réparation. J'en tremble. Mes genoux font des castagnettes. Bon, messieurs les Neptuniens, ok, je peux aller dans la machine à remonter le temps? Ok, j'y vais. Oh putain, c'est violent quand même. Stade Aztèque, nous y sommes. Oh là là, Joël Batz, près de son poteau gauche, qui place son mur. Diego Armando Maradona, qui prend tout son temps. L'arbitre brésilien, voilà, qui fait reculer le mur français, composé de 4 joueurs. Feinte de Batista. Bah, aïe, 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 but, alors. Et oh là là, le miracle des loups. Extraordinaire, Joël Batz, qui a dévié, je crois qu'il la touche, pour que le ballon ricoche sur son poteau droit, sensiblement à une hauteur incroyable. Je vais attendre le ralenti pour être un peu plus précis et sûr de mon coup. Je crois qu'il la touche. Georges, vous avez frémi? Absolument. Putain, quel enthousiasme. Bon, bref, vous ne seriez pas pour l'Argentine, des fois? Je ne suis pour aucune des 2 équipes, que le meilleur gagne. C'est beau ça, Georges. Bon, bref. Ralenti. Voilà. Batista qui fait mine de toucher. Maradona. Oh, quelle envolée. Mais bien sûr, il la touche du bout des gants et il la dévie presque dans l'angle de la lucarne. Vous savez, juste à côté. Et après, il y a eu un vent de panique et finalement, il y a un corner pour les Argentins. D'ailleurs, qui va vite. Revenons sur le direct. Giusti, ils le font à 2 avec Ortigochea, décidément très offensif, qui centre. Tête de Battiston, on est bon dans les airs, les enfants, et ça repart avec Jano Tigana, petit crochet, tranquille. Ah ben les Argentins, alors eux, ils vont se replacer à vitesse grand V. Vous connaissez la musique. Voilà, Rocheteau qui décroche, il touche pas beaucoup de ballons, Dominique, c'est pas évident. Platoche, côté gauche, pour Manu Amoros. Voilà, gêné un petit peu par Enrique, tranquille, Luis. Voilà, talonnade. Eh ben, c'est le Brésil, c'est la France, et on prolonge et on change complètement là-bas pour William Ayache, qui déborde, qui peut centrer. Ah! Bizarrement, il ne centre pas et il préfère donner en retrait, s'appuyer sur Gigi. Jano Tigana. Ah, pousse un peu trop son ballon, Jano, et Enrique qui a taclé, ballon en touche. Enrique qui s'est légèrement blessé sur cette action, alors que William Ayache, j'ai l'impression qu'il se part tout seul. À quoi il peut penser, William? Et pourquoi il n'a pas centré déjà? Allez, Georges! Mais pétard, mais Dominique, il est toujours seul dans la surface, ça sert à rien de centrer. Ah ouais, c'est vrai que Dominique, il est un peu seul sur ce genre d'action. Tiens, d'ailleurs, Dominique, il est en grande conversation pendant cet arrêt de jeu avec Michel Platini et Alain Giresse. Voilà, je pense qu'on va faire la touche. Non, Georges, ça va, on va pas chaque fois écouter ce qu'ils se disent aussi. Bon, il y a une part d'intimité, je veux pas tout savoir non plus. Voilà, ils discutent avec Platini et Gigi de la pluie et du beau temps, Dominique, je sais pas moi. Voilà, la touche, elle est française, donc elle est précisément pour William Ayache. Maxime Bossis prolonge, Battiston. Fait une chaleur, hein, et puis voilà, le rythme est pas fou, mais avec les Argentins bien placés en défense, et puis ce tournoi très éprouvant physiquement, la chaleur, l'altitude. C'est pas évident tout ça. Peut-être des prolongations possibles. Je vous signale que nous, en quart et en demi, on a fait des prolongations. Pas les Argentins. Amoros, et Gigi, tranquille. Ah, là, il commence à sortir sur lui, Ortigochea, qui n'a pas d'adversaire direct, puisqu'on est plutôt dans une sorte de 4-4-2. Prend appui sur Luis. Platoche, on voit pas trop Platoche. Ah, ça y est, superbe crochet, ouverture en profondeur pour William Ayache. Aïe, il est un poil juste. Eh bien, évidemment, il s'était intercalé dans la surface de réparation.
Il manquait pas grand-chose, on est pas mal. Bon, il y a eu ce coup franc, quelle frayeur quand même sur le poteau. Et les Argentins, ils marquent de temps en temps, hein, je veux dire, contre la Corée du Sud, premier match, Valdano, il ouvre la marque à la 6e minute. Contre l'Italie, égalisation Maradona, 34e minute. Bon, c'est pas tout à fait machin. Argentine, Bulgarie, Valdano encore, 3e minute. Uruguay, c'est 42e minute. Et puis après, contre l'Angleterre et la Belgique, c'était en deuxième mi-temps. Nous, on marque à toute heure. Ah là, c'est beau. À Popido, il prend du temps. Là, il vise directement Maradona. Maradona qui est un petit peu seul. Quel joli contrôle de la poitrine. Diego. Ah, il commence à aller un peu sur la gauche. Hein. Il laisse le côté de Manu Amoros. Il va du côté de William Ayash, Diego. Ouais, prend appui sur Enrique qui prolonge pour Justi, à droite, petit appel de balle de Cuchifio, mais Bruno il est là, évidemment, il est revenu Bruno, et il intercepte ce ballon et il donne à Manu qui joue long sur Dominique Rocheteau et Ruggieri qui intervient et qui balance loin ce ballon en touche. Hein, quand Maradona a le ballon, et puis Michel, il est pris dans la tenaille, mais lui aussi, hein, quand il a le ballon, c'est quelque chose. Michel Platini, Diego Maradona. Alors les deux actuellement jouent en Serie A, ils viennent de terminer la saison, c'était la 4e saison de Michel, et la Juventus a d'ailleurs terminé en tête. Maradona pour la 2e saison, donc avec Naples, c'est beau, il termine 3e. C'est pas rien quand même, hein, parce que le Naples de l'époque, c'était quand même relativement faible. Et surtout, cette saison 85-86, le 3 novembre 85, au stade San Paolo de Naples. Tenez-vous bien. La Juventus, c'est la 9e journée de championnat. La Juventus a gagné ses 8 premiers matchs. Un ogre. Et donc, ils se rendent à Naples. Et Naples va l'emporter 1-0 à 12 minutes de la fin. Vous vous souvenez, c'est ce fameux coup franc indirect dans la surface de réparation et ce ballon incroyable de Maradona, tu vois, qui réussit à passer le mur alors qu'il est très près des buts, quoi. Je veux dire, l'angle est archi réduit et Tacconi est au pâquerette et la presse italienne sera dithyrambique. Ils expliqueront que quand ils voulaient pas le jouer comme ça, indirect. Ils voulaient que Maradona prenne un peu plus d'espace. Il est indirect. Donc le gars qui a le ballon, il voulait que Maradona soit pas aussi près du ballon. Et quand Maradona reste en place et lui dit, c'est l'histoire, ça, c'est dans les enfants, hein. C'est l'histoire. D'ailleurs, il y a un jingle pour cette histoire, non? Ah oui, quand c'est l'histoire, bon, et puis finale Coupe du Monde, je veux dire, les loups sont entre Radio Paris, soit par ici, soit par Ivry, on devrait les mettre en permanence, mais bon, on va pas tout mélanger, mais là, ça méritait les loups, parce que, donc le gars qui va faire la passe, il dit, mais Diego, qui est juste à côté, tu es fou? Tu es devenu fou? Il dit, passe-la moi. Et derrière, le pied gauche de Maradona défie les lois de la physique, créant une parabole qui transperce les mains de Tacconi. Un but légendaire, l'un des plus beaux buts de l'histoire du football. Et vous, les braves qui la connaissez, cette histoire, vous avez vu sans doute cette image qui passe et repasse encore sur les réseaux sociaux. Donc, match aller, puisque là c'est la 9e journée, Naples bat la Juve 1-0. Match retour au Stadio Comunale, 1-1. Platini et Maradona sont encore là, mais c'est pas eux qui marquent. C'est Favero, l'arrière droit de la Juve, qui marque contre son camp. Et égalisation pour la Juve de Sergio Brio, qui est le stopper. Ça veut dire que c'est deux défenseurs de la Juve qui ont marqué des buts. Toujours des matchs très disputés. Et donc là, c'est le 3e match. Est-ce que Platoche va prendre sa revanche, putain? Bon, là, entre-temps, il s'est pas passé des choses diaboliques, hein, c'est pour ça, parce que ça se joue vraiment dans notre jeu, que je suis pas là à tout vous commenter. Le seul problème, c'est que Maradona, il est de plus en plus côté gauche, et là, il y a quand même un souci, et William Ayash, là, il a les mains sur les hanches, mais laisse tes mains sur tes hanches, ne fais pas ces yeux furibonds. Adamo, vous connaissez Salvatore? Oui, tu l'auras ta revanche, tu seras ma pom-pom dernière chanson. Qu'est-ce qu'il y a, Georges?
Vous êtes quand même déroutant, il y a une finale de Coupe du Monde incroyable et vous nous chantez du Salvatore Adamo. Vous connaissez Adamo? Bien sûr, nous connaissons absolument tout de la planète Terre. Bon, très bien. En tout cas, Willy, il est pas bien dans sa tête. Tiens, j'aimerais bien savoir ce qu'il pense là. Je vois que Maradona maintenant est à gauche. Bon, tout à l'heure j'avais l'oreille arrière gauche, j'avais Valdano, mais putain, je vais pas m'en sortir moi si Maradona il reste à gauche. Putain, il peut pas aller à droite ce con. Ah bah ouais, c'est compliqué pour lui là. Il va falloir compenser quoi. Mais d'un autre côté, il est tellement à gauche, Raticochea, Valdano, c'est un peu l'enfer. Ah bah là, il est en train de discuter. Il y a encore un temps mort, encore un joueur. Ils en font un peu des tonnes ces Argentins, non? Maintenant, c'est encore Enrique, mais Enrique, il va pas tenir 90 minutes, il est tout le temps par terre. Tiens, Dominique Rocheteau, William Ayache, allez, je veux entendre 6-10, allez, Georges. Écoute Willy, on va te tenter un truc. Allez, ok Dominique, comme tu veux. Les deux centraux, ils me collent, et j'ai pas d'espace. Alors quand tu débordes, avant le centre, je filerai toujours au deuxième poteau. Ok, parfait. Et comme ça, Gigi et Michel, ils profiteront toujours de l'espace au premier poteau. T'inquiète William, j'ai vu avec eux, ils le savent. Ok, mais je m'assure quand même qu'il y a quelqu'un. Bah évidemment. Ok Dominique, on fait comme ça. C'est pas idiot ça, c'est pas idiot de laisser cet espace. Bon, on va voir si c'est payant par la suite. Bon, le jeu reprend enfin avec Cuscifio. Il y a match dans le match avec Bruno Bellone, mais là Bruno il a 3 mètres de retard, qui danse sur la droite. Jorge Burruchaga qui s'engage bien sur le côté des droits. Manu, attention, Manu, fan de Jorge, encore un centre, dégagement de la tête de Bossis. Oh là là, une reprise de Giusti, juste au-dessus de la transversale. Mamma mia, oh mamma mia, oh mamma mia. Ama, sabe, porque perdre el corazón. Oh, esto Maradona. Ah oui, genre, ça va. Mais le ballon, il est passé derrière. Je me rappelle, voilà, c'est bon, on va pas y passer la nuit. On peut chanter, bien sûr. Bon, ben là, l'air de rien, si on fait le bilan, entre la frappe détournée poteau Maradona et encore celle-là juste au-dessus de la transversale, les occasions, on a le ballon, la possession, mais elles sont quand même argentines. Bon allez, voilà sur Maxime Bossis, c'est Michel Platini-Platoche qui vient chercher ce ballon très bas, qui ouvre là-bas, bon appel de balle avec Amoros qui va peut-être pouvoir combiner avec Bruno Bellone, oui, le 1-2, Manu qui continue, qui entre dans la surface de réparation. Mais qu'est-ce qu'il y a, général? Ce n'est pas le moment. C'est le moment. Eh oui, mais alors, c'est terrible, général. Vous allez vous faire haïr par tous les braves à ce rythme. Donc là, on a figé l'image. Il est dans la surface de réparation. Il peut peut-être faire un intérieur du pied, Manu, et ouvrir la marque. Et l'heure, c'est l'heure, Didier. Nous devons conclure. Oui, nous concluons. Bon, concluez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Longue vie aux braves! Putain, on est à la 21e, 22e minute de jeu. Putain, il y a peut-être l'ouverture du score. Oh là 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 là. D'un autre côté, les enfants, le général, c'est le général. Hein. Bon, c'est comme ça. Bon. Parfois, il y a eu... Je suis pas à l'aise dans ces 22, 23 premières minutes de la rencontre, je vous le dis. Bon, portez-vous bien, plein de bonnes choses et prenez soin de vous et en particulier de ceux qui en ont bien besoin. Et nous, on se retrouve, podcast 45. Moi, je sens bien ce qui va se passer derrière avec Amoros. Je sais pas, j'ai un bon pressentiment. Et vous, hein? Bon, allez, on se retrouve très vite. Tira el centro, clave, gol.